Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Sébastien Espinaz, qui représente Fabrique Davis. Et je crois que Sébastien, bienvenue d'abord au programme franco-américain. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je crois que Fabrique Davis, tu es un des représentants de Fabrique Davis? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, Sébastien, avant de parler peut-être de ta compagnie, etc., de ce que vous faites là-bas, étant donné que tu es qu'une des membres de la compagnie, pas comme Serge qui représente toute sa compagnie, peut-être qu'on va parler un peu de toi, comment tu es peut-être arrivé à travailler pour ces gens-là, enfin pour cette compagnie. D'accord. Donc, Fabrique Davis, d'abord, c'est une compagnie de quoi? C'est une compagnie qui produit donc de la charcuterie fine, donc ce qui est du pâté, au magret, au foie gras, donc tout ce qui est un petit peu les spécialités du terroir, je dirais. Et donc moi, étant donc du Périgord, donc c'était un petit peu une passion, la nourriture. Donc étant très jeune aussi, je commençais à un petit peu cuisiner. Mon grand-père était chef de cuisine dans un restaurant, son propre restaurant, et aussi il avait un hôtel. Donc c'est peut-être pas par hasard que je suis un petit peu connecté avec le monde de la nourriture aujourd'hui. Donc pour la compagnie, cette compagnie Fabrique Davis, donc je suis donc responsable des ventes sur la côte ouest. Et donc je travaille donc avec le CEO de la compagnie qui est donc Marc Poissignon qui n'est pas présent ce soir. Donc je suis arrivé aux États-Unis en 96. Juin 96, j'ai commencé à faire mon MBA à l'International University of America, San Francisco, l'IUA, voilà. Donc tu as été fini quand? J'ai fini en 97. 97. Donc ils étaient toujours là à San Francisco? Oui, ils étaient toujours là à San Francisco. Donc tu as fait la dernière... C'était une des dernières promos, oui. Et là, ils ont bougé sur New York et Boston. Tu es quand même content de cette école? C'était une très bonne école. Le seul problème, c'est qu'elle était gérée de Paris. Et pas assez de supervision, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est peut-être pour ça un petit peu qu'ils l'ont relocalisé à New York. C'est un petit peu plus facile pour gérer le personnel. Mais ce que tu as appris dans cette école, c'est valuable? Ça te sert? Ça va? Tout à fait, oui. C'était un programme avec du marketing, vente, finance, tout ce que vous pouvez trouver dans un MBA. On avait des professeurs de Berkeley, de Stanford. C'était bien. C'était très bien. Donc, tout ce que tu as appris te sert? Tout ce que j'ai appris me sert, oui. En plus, c'était une des premières fois que je venais aux États-Unis. Ah ouais? Et donc c'est vrai qu'il y avait une grosse communauté française. Et on avait déjà des repères, c'était un petit peu le plus. Oui. Et tu es retourné en France après? Oui, je suis retourné en France après. Et bien sûr, on a échangé donc, parce que bon, après avoir passé un an ici, et puis ce qu'il y a, c'est que dans une école, on s'imprègne vraiment bien de la vie américaine. Et je dirais au fil des mois, au fil des années, on sait vraiment ce qui se passe réellement dans une grande ville comme San Francisco. Et c'est vrai que c'est une ville formidable. D'accord, donc tu es retourné en France et tu as repris contact avec cette compagnie ou par hasard ou parce que tu voulais revenir? Non, c'est-à-dire qu'après mon MBA, j'ai commencé à travailler pour une chaîne d'hôtels à San Francisco et je travaillais avec un contrat d'un an et j'ai rencontré ma copine dans cette chaîne d'hôtels. Qui travaillait pour? Qui travaillait pour Marriott. Voilà, j'ai travaillé pour cette compagnie Marriott et donc on va avoir notre premier anniversaire, un an, le 14 février. Donc c'est un petit peu ce qui m'a fait un petit peu aussi rester. Et donc après donc le Marriott qui n'a pas pu renouveler mon contrat parce que bon au niveau de visa, bien sûr quand on est étranger on est toujours confronté à des problèmes de visa. Et donc j'ai rencontré donc Marc qui recherchait à cette période de l'année qui était en mois de juin 98 une personne pour s'occuper des ventes, un petit peu du marketing. Et tu lui as proposé de le faire? J'ai proposé de le faire, voilà, et donc le problème qu'il y avait, il y avait le visa, ce visa. Et puis ce qui se passe, c'est quand on est étranger, déjà qu'on est venu ici, qu'on a fait sa carrière, ce qui se passe, c'est qu'on a été confronté à des problèmes de visa. Et c'est vrai que quand on a été confronté à des problèmes de visa, lui il a voulu le repasser, donc me redonner, donc me donner un petit peu d'aide
pour pouvoir rester et pour pouvoir travailler pour lui. Donc c'est vrai que je le remercie. Et maintenant tu as un visa? Ouais, j'ai un visa maintenant, un visa H1 pour 3 ans qui est renouvelable 3 ans de plus. Super, super. Donc c'est vrai, donc je suis revenu 3 mois en France, c'était pas facile parce que je savais pas du tout si j'allais l'avoir. Est-ce que ce que tu vends est bon? Enfin, c'est-à-dire comparé à ce que tu as goûté en France chez ton père et son grand-père? Ben, c'est-à-dire que les produits sont un petit peu différents. Ouais. Si vous voulez, en France, vous grandissez avec la charcuterie, hein, c'est particulièrement en Corrèze, en Périgord, dans le Lot, bon, c'est tout ce qui... Et puis la viande a un goût différent, c'est ça? Parce que les techniques on maîtrise les techniques depuis longtemps, hein, c'est de famille en famille. Hein. Donc ici, c'est un petit peu, je veux dire, c'est un pays nouveau. Hein. Et, vous n'utilisez pas les mêmes techniques? on utilise un petit peu les mêmes techniques, mais les produits évoluent et varient peut-être un petit peu plus qu'en France. Parce que ici, maintenant, il y a beaucoup de produits naturels, sans nitrate, sans colorant, etc. Parce que les gens sont beaucoup health-oriented, je dirais. Et donc, en France, ils mettent ces produits dedans? Oui, je dirais c'est plus traditionnel. Oui. Les gens sont peut-être un petit peu plus indifférents à ces produits-là. Bon, ça commence à être conscient. Mais ici, c'est vraiment le boom dans tous les produits naturels, etc. Okay. Et donc un produit qui n'a pas trop de préservatifs ne durerait pas aussi longtemps, c'est ça? C'est-à-dire qu'il dure peut-être un petit peu moins longtemps, et surtout sur la couleur du produit. La couleur est très différente. Ah bon? Dès que vous ouvrez le produit, il change un petit peu de couleur. Donc c'est vraiment difficile. Par exemple, quand vous vendez un produit naturel à un supermarché ou à un client, il faut vraiment qu'il soit conscient que le produit ne va pas durer aussi longtemps qu'un produit avec des préservatifs, etc. Donc vous mettez limite 15 days, c'est ça? Ouais, une fois qu'il est ouvert, c'est entre 10 et 15 jours. Ouais, d'accord. Et donc, bon, ce qui pour en revenir au goût, il est bon le goût? C'est quoi? C'est comparé avec un pâté de France? C'est comparable ou c'est pas comparable du tout? Ah, on arrive... parce que le chef est français, donc les produits sont... À son goût? Non, sont faits de façon traditionnelle, façon française, donc... Ils goûtent avant de... Ah, bien sûr, les produits sont goûtés, testés, ouais, tout à fait, pour essayer de garder toujours la même qualité. Mais pour en revenir au goût de la viande américaine, elle a un goût un peu plus... je sais pas, elle a un goût différent, non? On arrive à des résultats à peu près similaires à la France. Ah bon? Bon, si vous voulez, en France, il y a toujours des petites recettes, entre guillemets, de la grand-mère. Parce que bon, c'est des techniques qu'on maîtrise beaucoup plus en France. Hein. D'accord. C'est comme l'informatique. L'informatique ici, peut-être, on est un petit peu en avance par rapport à la France. C'est des techniques complètement différentes. D'accord. D'accord. Et on va parler un peu de ce que tu fais alors. Tu es donc en charge de faire la promotion de ce produit-là, c'est ça? Un petit peu plus que faire la promotion des produits, donc on toujours lancer des nouveaux produits, donc on est en train de travailler sur les produits naturels, sur tout ce qui est packaging, un petit peu tout ce qui est marketing, hein, parce que bon, lancer un pâté, on pourrait pas dire que c'est un produit dérisoire, mais c'est beaucoup de travail aussi. Donc on travaille sur la gamme de produits qu'on a, sur les produits naturels, et aussi donc on a une ligne foie gras, magret, cuisse de canard, confit de canard, et donc c'est une gamme qu'on a intégrée il y a à peu près 2-3 ans. Et donc maintenant je dirais le pâté et le foie gras c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans les mœurs aux États-Unis, parce que maintenant les gens voyagent de plus en plus. Donc ce qu'il y a, c'est qu'au niveau éducation, un Américain qui voyage un petit peu en Europe, un petit peu partout, va s'imprégner un petit peu de la culture. S'il reste une semaine, 2 semaines, forcément il va avoir peut-être au menu un petit peu charcuterie. En France, je pense qu'il va être, pas obligé, mais au menu il trouvera la charcuterie, du foie gras, donc petit à petit il va goûter. Et puis si il retrouve un petit peu la même chose ici, il va forcément l'acheter. En fait, ce que tu mentionnes, c'est très intéressant parce que je vais souvent dans des restaurants et il n'y a pas de charcuterie dans le menu. Alors, est-ce que tu essaies de les initier à ajouter ça dans le menu?
Ben, ça dépend un petit peu. C'est vrai que la charcuterie ici, on vend beaucoup de charcuterie à des restaurants français. Parce que ben, c'est un petit peu. Il y a toujours une assiette de charcuterie. Il y a certains restaurants. Mais pas dans tous. Pas dans tous, qui ne préfèrent pas le faire peut-être parce que peut-être au niveau des rotations, c'est pas là où ils font le plus de marge. Et ton travail, c'est de contacter ces restaurants? Mais c'est-à-dire, nous on est producteurs, hein, donc on travaille beaucoup avec les distributeurs. Ah, d'accord. Distributeurs. Donc c'est aux distributeurs d'essayer de contacter les restaurants et non toi? Voilà, bon, des fois indirectement, je contacte des restaurants, des chaînes de supermarchés, je les réfère à mes distributeurs. D'accord. Parce qu'on ne veut pas court-circuiter la chaîne de distribution. Et donc ça ne t'arrive jamais d'appeler par exemple Fleur de Lis, leur dire voilà, nous avons fabrique des lys, pâté, vous en voulez ou pas? Bon, je pense pas que ce soit des types de restaurants qu'on puisse cibler parce que bon, en général, il faut savoir que dans certains restaurants, ils font leur pâté eux-mêmes. Ah bon? Ouais, les terrines de foie gras, le pâté, donc c'est vraiment des fois difficile à... Parce que bon, c'est toujours pareil, le savoir-faire, pour se démarquer un petit peu de la concurrence, ils font leur pâté eux-mêmes. Ah bon? Ben oui, c'est un petit peu certaines techniques, comme je vous disais. Nous, on fait du pâté, c'est un produit de qualité. Mais bon, si on le vend à tous les restaurants de la baie Area, il n'y a pas de distinction. Il n'y va pas y avoir de distinction. Donc tu te concentres sur les marchés de distribution, les supermarchés, c'est ça? Market, ça? Oui, supermarchés, oui. On a des grandes chaînes de supermarchés sur tous les États-Unis. Ah ouais. Et tu appelles tous les États-Unis, c'est ça? Parce qu'on a un responsable des ventes sur la côte Est. Ah, d'accord. Et moi qui est en charge de la côte Ouest jusqu'au Texas en remontant sur le Dakota. D'accord. Et tu as un quota chaque mois? Ben, c'est-à-dire que j'ai des objectifs à réaliser. Donc on essaye donc de réaliser ces objectifs tous les mois, oui. Et ton anglais est bon, ça va? Tu communiques bien avec les Américains, les distributeurs, ça va? Ben, on a beaucoup de distributeurs français. Ah d'accord, d'accord. Donc, mais sinon, en général, avec les Américains, ça passe bien. Donc, ce qu'il faut établir, c'est une relation, c'est toujours dans tous les business. Tu me gardes comme client, parce que vous avez de la concurrence, n'est-ce pas? Ben, forcément, on a de la concurrence, tout à fait, oui. Mais vos produits, bon, par exemple, tu appelles quelqu'un, il reçoit déjà les pâtés d'une autre compagnie, disons pâté Marcel et Henri. Comment tu vas les convaincre peut-être d'essayer le tien? Tu leur dis le nôtre il est un peu plus épicé, le nôtre il est plus léger, il a moins de gras, il a moins de cholestérol. Comment tu les convaincs? Quel est votre point fort? Mais ça dépend un petit peu quel supermarché exactement. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous distingue? Où on est les meilleurs? On est les meilleurs? Je dis, on a un produit de qualité. Pour en revenir à Marcel et Henri, on ne fait pas du tout la même qualité que Marcel et Henri. Et on ne cible pas du tout les mêmes clients. D'accord. Donc, déjà. Vous n'allez jamais chez leurs clients alors? De temps en temps, parce que bon, les clients évoluent aussi, comme je vous dis, on va vers des produits naturels, que Marcel Henri fait toujours donc la charcuterie traditionnelle. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on suit un petit peu l'évolution des gens, du marché, et donc maintenant on a beaucoup de demandes sur les produits naturels. Alors quand tu dis produits naturels, sans préservatif, c'est ça? Oui, sans préservatif, sans colorant, sans nitrate, donc juste naturel. Donc c'est ça votre point fort finalement? Notre point fort, c'est des produits naturels. C'est les produits naturels. Et puis, le marché qu'on cible, c'est un marché de upscale market. C'est-à-dire upper middle class? Oui. D'accord. Donc, les délicatessen, des trucs comme ça? Voilà, c'est ça, oui. Vous pouvez trouver tous nos produits chez Draeger's, Whole Foods, donc des chaînes de supermarchés comme ça, Andronikos aussi. Je ne sais pas si tu as les chiffres, mais quel est votre chiffre d'affaires? Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est petit? Est-ce que vous avez bien grandi? Vous êtes bien développé? C'est-à-dire que la compagnie est ici depuis une quinzaine d'années. Ouais, ça va, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est 15 ans, ça se développe? Ça se développe petit à petit. Donc, moi, je suis arrivé il y a quelques mois, donc c'est vrai. Tu n'as pas les chiffres en tête? Si, j'ai les chiffres en tête, mais pour moi, on fait 2 millions de dollars. Ah non, ok. Non, juste donc, je sais pas, pour une compagnie, je dirais maintenant 2 millions de dollars. Bon, j'espère que l'année prochaine, on va vraiment faire beaucoup, en fait, cette année. Et si vous allez sur Internet, ça peut devenir international? On est sur Internet aussi.
Donc je peux recevoir une commande de n'importe où, c'est ça? Voilà, on est sur Internet avec donc, notre distributeur qui est Made in France. Ah, d'accord. Sur San Francisco. Et donc, vous pouvez recevoir une commande d'un pays étranger et la... On travaille avec Porto Rico, Mexique. Donc votre page est en espagnol? Notre page est en toutes les langues. Ah bon? Oui. Ah bon? Ben parce qu'une fois que vous êtes sur Internet, bon, c'est vrai que beaucoup de gens parlent l'anglais à l'heure actuelle, mais bon, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir les produits et tout ce qui est prix, etc. Et ils cliquent sur la langue qu'ils peuvent comprendre, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, on est obligé de faire un effort et d'avoir une page web à l'ordre du jour. Oui. Et quel pays, par exemple, avec un produit qui ne dure que 10 à 15 jours, il faut vraiment délivrer ça non, c'est-à-dire que ça dure 10 à 15 jours une fois qu'il est ouvert. Ah, d'accord. Mais vous avez une durée de vie de 4 à 6 semaines sur un produit, parce qu'on fait des pains. Donc vous délivrez ça par avion surtout, non? Ben, on travaille surtout les États-Unis en avion, Federal Express, UPS, donc toutes les techniques de... D'accord, donc c'est surtout, vous ciblez pas d'autres pays encore. Non, pas encore. Bon, c'est petit à petit. Hein, ce qu'on veut, c'est vraiment se développer sur le marché américain. Et puis après, peut-être avec donc Internet, ça va peut-être nous ouvrir un petit peu plus les portes. Et quels sont les genres d'animaux que vous utilisez? C'est le bœuf, le porc et le... On utilise du porc, on utilise du poulet, du canard, du chevreuil, du lapin. On a fait des pâtés d'autruche aussi. Ah ouais. On essaie toujours de faire des nouveaux produits. Ouais. Okay. Et le meilleur qui se vend, c'est le volaille? C'est surtout le poulet, oui, je dirais, parce que c'est le moins gras. Ah, d'accord. Le porc, c'est encore... bon, pour nous, Français, le porc, on en mange, il n'y a aucun problème. Mais ici, petit à petit, le porc, c'est considéré un petit peu comme gras. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gras? C'est vrai, quand vous voyez un cochon, quoi. Hein, vous pensez qu'il y a du gras. Vous pensez qu'il y a du gras. Mais le contenu du pâté en gras n'est pas vraiment très élevé, c'est ça? Non, c'est pas très élevé, non. Non, c'est comparable avec celui de la volaille? Non, je dirais le porc est plus gras que la volaille. Okay. C'est bien connu que le poulet est beaucoup moins gras. Ouais. Et vous faites comme les Américains, vous mettez le cholestérol, le sol, le sodium, tout ça sur le paquet, tout ça? Oui, vous avez tout ce qui est Et pour réduire le cholestérol, alors qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez le gras, c'est ça? Ah, mais de toute façon, pour réduire le cholestérol, il faut réduire un petit peu le gras. Oui. C'est ce que vous faites? Ce qu'il y a, c'est qu'on a une technique, personne nous a demandé des produits low fat encore. Ah bon, Donc c'est un produit normal alors? C'est un produit normal, oui. Ok, ben c'est très intéressant ce que tu racontes. Je ne sais pas, est-ce que tu veux me parler peut-être un peu de ce que tu fais, par exemple, dans une journée typique? Dans une journée typique, bon, ce qu'il y a, c'est que en tant que vendeur, j'ai un chiffre d'affaires à développer sur mon secteur, donc déjà, je rappelle mes clients pour voir s'ils sont satisfaits de nos produits, avec quel distributeur ils travaillent. Bon, ça dépend si c'est de la prospection ou vraiment du suivi. En prospection, j'ai mon petit carnet, j'appelle mes clients, voir quels produits ils utilisent. Tu leur offres un sample, tu leur offres un échantillon? Voilà, on travaille aussi avec des échantillons. Mais bon, c'est vrai, envoyer des échantillons sur peut-être 100, vous allez avoir 1% de réponse. Donc, le mieux, c'est le suivi par téléphone avec le vendeur de votre distributeur. Donc, parce que le distributeur va prendre la commande. Hein. Donc, moi, je ne peux pas prendre la commande pour eux. Parce que le distributeur nous achète les produits, les stocks dans leur... Tu veux établir une relation amicale avec eux? Voilà. Dans un premier temps, voir quel distributeur ils utilisent, est-ce qu'ils en sont contents, est-ce que le vendeur est bien, est-ce qu'ils ont des bonnes relations, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, est-ce que les clients demandent certains produits, un petit peu le service, je suis un petit peu derrière pour améliorer le service. Et quand on a des nouveaux produits, leur parler des nouveaux produits, parce que bon, les distributeurs, ce qu'il y a, c'est que le distributeur comme Made in France, il a 12 ou 13 représentants. Bon, ils ont des listes de produits, ils ont peut-être 800 ou 1000 produits. Donc c'est vrai que c'est difficile de pousser juste un produit, donc ils sont obligés toujours de travailler sur tous leurs produits. Hein. Donc je pense que moi derrière, en donnant les informations donc, sur mes pâtés, sur l'évolution, les nouveaux produits, ça va aider mon distributeur et ça va me donner plus de business et mon distributeur aussi.
Mais sur votre paquet, il y a écrit Fabrique délices, n'est-ce pas? Ouais. C'est un mot français. Fabrique délices, c'est un mot français, oui. Est-ce que ce serait pas peut-être une stratégie de changer ça avec un nom américain pour que les gens puissent mieux comprendre d'abord ce que ça veut dire et puis puissent ne pas se sentir qu'ils achètent un produit étranger? Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui veulent acheter Made in America, produit américain, pour... bon, c'est une mentalité un peu qui est sélective, mais... Juste pour être mieux accepté, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir un nom américain. Je pense pas que ce soit la solution d'avoir un nom américain. Non. Parce que même si on regarde un petit peu toute la compétition, la concurrence, ils n'ont pas de nom américain. Ah bon? Donc, non. C'est des Français alors qui font ça. Ouais, c'est beaucoup de Français qui ont ouvert monté des compagnies pâté, charcuterie fine, ouais. Parce que... Il y a quand même un ou deux Américains qui font ça. Oui, il y a un ou deux Américains qui ont des compagnies de charcuterie, mais c'est vraiment... Je dirais non, il vaut mieux avoir un nom français. Déjà pour les Français qui sont ici aussi. Et comme je vous disais, les gens voyagent de plus en plus, donc que ce soit un mot français, un nom français, un nom américain, je pense pas que ça va changer. Ça a beaucoup d'impact, non. Ça ne change pas le distributeur, si c'est que c'est un nom américain, peut-être qu'il l'achèterait plus facilement, non? Non, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer, quoi. Si on a des bons produits, le nom va suivre. Le nom va suivre, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, c'est vrai que le nom a son importance. Bon, ça c'était un choix, ça a été fait longtemps, donc avant que le mot fabrique, finalement, c'est pas un nom américain, parce qu'il y a par exemple, délice, ça peut être américain ou français. Délice, non? Delicatessen. Delicatessen, bon, ils peuvent un peu comprendre ça. Mais le mot fabrique, c'est pas du tout américain. C'est pas du tout américain, non. Alors, tout de suite, ça choque que c'est déjà français et que... Donc, la clientèle, elle va être surtout quelqu'un qui aime ce qui est français, c'est ça? Je dirais oui, mais c'est une sorte d'éducation aussi. Hein. Les Américains... peut-être la première fois ils vont avoir du mal à le prononcer, comme moi certains mots américains j'ai du mal à les prononcer la première fois, et la seconde fois, troisième fois, on y arrive. C'est comme par exemple une compagnie comme Chanel, c'est facile à dire Chanel, Lancôme, c'est facile à dire, Lancôme c'est devenu un nom américain aussi, mais Fabrique délices, il faut vraiment le faire, c'est quand même... les Américains ils disent Fabrique délices. Ah bon? Ouais. D'accord, ils s'habituent. Tout à fait. D'accord, je te souhaite bonne chance dans ton travail. J'espère que, je ne sais pas quel est ton goal, mais j'espère que vous allez peut-être doubler chaque année, c'est ça votre chiffre d'affaires? Ça doit être un peu dans vos plans. Si on pouvait tripler, on le ferait. Hein. D'accord. Je suis sûre qu'avec toi, dans l'équipe, ça va arranger les choses. J'espère, je suis là pour ça. Hein. D'accord, et je te remercie beaucoup d'être venu. Enfin, tu nous as donné quand même une petite idée comment ça fonctionne. Le business de la vente de charcuterie. Et c'est fait ici aux États-Unis, en Californie ou bien tout est fait à San Mateo. Ah, d'accord. Parce que bon, on ne peut pas importer encore du pâté français. D'accord. Donc vous avez une petite usine, c'est ça? Donc on a une usine à San Mateo, hein, donc où on produit tous ces avec les régulations américaines, etc. On a une personne de l'USDA qui est en permanence dans nos bureaux. Il a même un bureau. Et donc, il contrôle chaque jour. Il contrôle chaque jour les produits, que les personnes qui travaillent dans l'usine aient toujours quelque chose, un casque, soit toujours propre. Oui, c'est vraiment... il est payé par vous, il est payé par eux, sûrement. Je pense qu'il est payé par le gouvernement, je ne sais pas exactement. C'est le policeman, c'est ça? Voilà, c'est ça, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Donc quand les produits sortent de l'usine, c'est des produits contrôlés et approuvés par l'USDA. Donc qui dit approuvé par l'USDA, ils sont aux normes alimentaires américaines. Donc quand ils arrivent dans les supermarchés, ils sont... C'est bien, c'est propre, c'est tout contrôlé. Tout est contrôlé. C'est très intéressant, je te remercie encore d'être venu. Donc c'était Sébastien Espinaz, qui représente Fabrique délices. C'est dommage qu'il ne nous a pas apporté un petit échantillon à goûter, la prochaine fois peut-être. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.
Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Michel Bessac, qui est un ami, plutôt le mari d'une amie, et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Et puis je crois que ça va être intéressant parce qu'il est aussi écrivain, donc c'est rare quand on a des écrivains sur notre plateau. Donc Michel, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bonjour. Bonsoir. Et je vais peut-être commencer par un peu te présenter parce que je ne te connais pas moi non plus. Donc j'ai entendu parler que tu étais ingénieur, Oui, et aussi écrivain et chanteur. c'est exact. Voilà. Donc on peut parler un peu de tout. On va peut-être parler de ta profession. Tu es ingénieur en quoi? Ingénieur informaticien. Ah, d'accord. Donc j'ai fait mes études à Berkeley il y a déjà assez longtemps. Et j'ai travaillé dans la profession pratiquement depuis 1970. Surtout dans la région, j'ai pas mal voyagé aux États-Unis aussi, mais donc je me suis surtout occupé de développement de software d'application et de systèmes de gestion de bases de données. Okay. Et donc il y a beaucoup de demandes pour ça en ce moment? Il y a pas mal de demandes, mais c'est assez difficile en ce moment parce que justement à cause de l'Internet, parce qu'il y a des tas de sociétés qui se lancent dans des projets qui sont plus ou moins bien gérés, qui veulent arriver à des résultats très rapides, avec souvent des budgets qui ne sont pas très réalistes et qui sont plutôt orientés, disons, vers des résultats commerciaux que des résultats techniques. Et donc quand on rentre dans des entreprises comme ça, en tant que technicien, on a un peu de mal parce que on fait un peu peur aux gens en leur expliquant en fait que c'est pas aussi facile qu'ils se l'imaginent. Et que donc c'est assez facile de développer un prototype en très peu de temps, mais ce prototype en fait ne tournera jamais vraiment très bien dans un environnement de production avec une demande élevée de la part des utilisateurs. Okay, donc il faut la partie technique derrière tout le temps, c'est ça? Le Voilà. technicien derrière. Et en fait c'est la partie cachée dans mon domaine, c'est-à-dire que personne ne la voit à cause de tous les efforts de marketing qui sont orientés en fait à faire croire aux gens qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. Et en réalité, derrière la coulisse, c'est tout le temps la crise. On essaye d'intégrer des technologies de pointe en dernière minute. Et donc il y a un certain côté prestidigitateur à la profession que les gens ne voient pas, mais que moi en tant que technicien, malheureusement, je vois. Ah, d'accord. Et est-ce que c'est vrai que dans la Silicon Valley, le taux de unemployment, c'est de moins 20% ou bien c'est un mythe? Je pense que c'est en grande partie un mythe, c'est-à-dire que c'est comme toutes les statistiques américaines, c'est toujours des statistiques qui ne sont pas stratifiées. Quand on dit qu'aux États-Unis, il y a un chômage de seulement 4%, on mélange toutes les professions. Et dans les professions techniques très spécialisées, c'est des statistiques qui n'ont aucun sens, parce que donc il y a tellement il y a tellement de créneaux différents qu'on ne peut pas mesurer d'une manière continue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aujourd'hui une demande énorme pour des programmeurs en C++, avec des spécialités en Windows très, très pointues dans un certain domaine, mais ça ne veut pas dire que cette demande sera là dans 2 ans, par exemple. Et les gens qui se sont spécialisés dans ces technologies peuvent se retrouver sans travail parce que dans 2 ans, parce que Oracle aura gagné avec leur version Java. Voilà, donc c'est jamais très clair. Et en ce moment, qu'est-ce qui est le plus en demande? En ce moment, il y a surtout deux approches qui sont très compétitives. C'est l'approche Microsoft avec ce qu'ils appellent le Component Object Model. Oui. Et puis il y a l'approche de Oracle et Sun, donc la machine virtuelle Java, qui en fait qui est la stratégie d'Oracle avec leur version 8i. Donc tout le monde doit apprendre Java. Ben, il y aura, la moitié du monde aura appris Java et l'autre moitié aura appris C++, enfin Visual Studio. C'est encore mieux de connaître les deux, c'est ça? Ben, c'est pratiquement impossible parce que c'est des produits qui sont tellement complexes qu'on ne peut pas vraiment se mettre au courant des deux d'une manière constante et espérer vraiment être spécialiste et travailler là-dedans. Et si c'est Java qui est maintenant le plus grand employeur, donc c'est Java qu'il faut apprendre, c'est ça? C'est dur à dire parce que Microsoft, c'est quand même une société très puissante et qui va se battre contre le cartel Java, si on veut. Et
c'est un peu une course de chevaux, donc il faut se décider à miser sur l'un ou sur l'autre. Et comme de toute façon, je pense que la génération des jeunes ingénieurs qui travaillent en ce moment, la manière dont on travaille dans la Silicon Valley, donc qui consiste en fait à travailler à outrance dans l'espoir qu'on va devenir millionnaire dans les 2 ou 3 années à venir, ne présage même pas un avenir de 5 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, on a soit pris sa retraite, ou alors on est ce qu'on appelle en américain brûlé, donc on n'a plus d'énergie. Et à ce moment-là, on va devenir fleuriste ou un autre métier un peu plus raisonnable. Qu'est-ce qui est donc la solution si on a perdu le pied? Disons que ce qu'on a appris n'est plus en demande. Alors il faut réapprendre quelque chose de nouveau ou bien il faut se remettre dans une autre profession? Non, en fait, c'est un peu le problème du funambule qui a perdu pied. On meurt et donc on meurt au niveau de l'informatique. Ou bien on se remet à jour? On ne peut pas vraiment se remettre à jour. C'est un train qui avance trop vite. C'est un train qui avance trop vite et donc c'est-à-dire au niveau conceptuel c'est très simple parce que les concepts n'ont finalement pas changé en 30 ans. Mais la logique est la même. Mais seulement les outils sont tellement complexes et différents. C'est même plus au niveau des langages, puisque les langages finalement ne veulent plus rien dire. C'est surtout au niveau de ce qu'on appelle les Microsoft Foundation Classes, qui sont en fait des outils qui sont construits à l'intérieur des composants, qui sont construits à l'intérieur du produit. Et donc on construit à partir de composants. Et bon, c'est un peu comme quelqu'un qui construit une maison. S'il ne maîtrise pas les composants, il ne peut plus construire. Ah d'accord. Donc il faut être trained à l'intérieur de la compagnie. Pas nécessairement, mais il faut être constamment au courant des nouveaux outils qui sortent dans cette ligne de produits. Et c'est difficile? Et c'est difficile parce qu'il en sort beaucoup, ça change tout le temps. Il y a toute la technologie de réseau qui change sans arrêt. Et pour rester au courant, c'est difficile parce que ce n'est pas seulement des problèmes de construction logicielle. Il faut comprendre les bases de données, il faut comprendre les réseaux, il faut comprendre les problèmes de sécurité. Et c'est très difficile. D'accord, donc il y a beaucoup trop à apprendre et on se demande si ça vaut le coup d'apprendre, si ça va être démodé dans 2 ans, c'est ça? Voilà, donc on se spécialise dans une partie de cet ensemble et c'est très facile de perdre pied. D'accord. Et dans ton cas, par exemple, tu as choisi quelle solution? Moi, je suis un peu le dinosaure, si on veut, des informaticiens, puisque ça fait déjà presque 30 ans que je fais ça. Ouais. Et quand je vais dans la plupart des sociétés, voilà, quand je vais dans la plupart des sociétés, disons que la moyenne d'âge est entre 25 ans et 35 ans, c'est déjà les vieux. Et tous les gens de mon âge, en fait, sont convertis dans la gestion ou dans les ventes. Voilà, c'est ça. Donc, ils portent le chapeau pointu. Mais en fait, ils n'y connaissent rien. Ils sont obligés de s'appuyer sur une nouvelle génération qui est en fait très très forte au niveau technique, au niveau des outils, mais souvent ne comprend pas les problèmes conceptuels du développement d'applications. C'est pas parce qu'ils sont pas capables de comprendre, mais simplement ça prend beaucoup de temps d'apprendre quelles sont les disciplines en fait, du développement d'applications. D'accord. Donc tu as choisi d'apprendre ou de rentrer dans la gestion, par exemple? Bien, j'ai fait un peu les deux. Dans mon dernier travail, j'ai fait surtout un travail de gestionnaire. D'accord. Et donc ça, c'est aussi un peu dangereux dans la mesure où on oublie le reste d'une part, et puis ensuite on a affaire à toute cette partie de gens qui sont beaucoup moins raisonnables, qui sont dans le domaine des ventes et du marketing, qui veulent imposer des objectifs soit trop ambitieux, soit carrément impossibles, de manière à maintenir leur présence, pas nécessairement même sur le marché, mais leur présence au niveau de la bourse, des cotations, des parts et tout ça. Et donc c'est assez difficile parce que les objectifs sont souvent très, très subtils et donc en fait pas très techniques. Mais en fait, tu as plusieurs avenues, en fait, tu as plusieurs goûts. Tu aimes l'écrire, tu aimes l'informatique parce que c'est ta profession, et tu as aussi un côté artistique. Donc, entre ces trois-là, tu dois choisir ce qui va peut-être être pour toi à l'avenir, c'est ça? Oui, enfin disons que l'informatique, pour moi, c'est surtout un métier. Je ne pense pas que ce soit un métier qu'on puisse aimer, parce que c'est un peu un genre de frénésie. Qui est à la fois utile et un tout petit peu malsaine, comme toutes les frénésies, puisqu'on se branche sur des choses qui ne sont pas
portés vers l'extérieur, donc ils sont très introvertis. C'est pour ça que la plupart des informaticiens portent des lunettes et se tiennent près d'un écran. Alors que bon, la musique et l'écriture, ça s'adresse au monde extérieur. Donc c'est deux choses complètement opposées. Opposés. C'est les deux faces de Janus, si on veut. Donc ils sont. Donc tu essayes d'une manière inconsciente de dire au revoir à la partie informatique. Au revoir ou adieu, ça dépend, mais disons qu'on est tous obligés de gagner notre vie et que dans les arts, ça devient de plus en plus difficile, que ce soit dans l'écriture ou dans la musique, parce que finalement, tout est commercialisé de nos jours. Donc si on veut, par exemple, j'écris sur la poésie et sur la musique, c'est un sujet qui en fait intéresse pas mal de monde, mais qui n'est pas commercialisé ou commercialisable. Donc à la limite, les gens qui s'y intéressent sont difficiles à toucher, puisque tous les médias sont orientés vers ce qui peut être médiatisé. Et donc on s'adresse très peu à des gens qui veulent s'asseoir le soir et réfléchir. On s'adresse plutôt à des gens qui s'installent devant leur écran et donc qui subissent l'information, si on veut. Et moi, je m'adresse plutôt à des gens qui... Est-ce que tu peux vendre ton produit à travers Internet? Pas vraiment, non, parce que l'Internet aussi, l'Internet en fait, c'est la télévision poussée au niveau suivant. Donc, tu as un site qui a tes livres, par exemple. Oui, mais voilà, mais le site qui a les livres ne sert à rien, puisque en fait, il n'a pas vraiment mes livres, il a l'image de mon livre. Et mon livre ne se vend pas par l'image, il se vend par le contenu. D'accord. Et par exemple, est-ce que ton livre est sur Barnes & Noble ou quelque chose comme ça? Oui, il est sur Amazon.com et sur Barnes & Noble. Oui. Donc, pour que les gens aillent sur Amazon.com et le commandent, il faut que tu aies ton propre site. Non, absolument pas. Ils peuvent aller directement le commander sur Amazon.com ou sur Barnes & Noble. Oui, mais Amazon.com ne va pas faire de la publicité spécifiquement que pour ton livre. Non, tu es en charge de ça. Voilà, ils ne feront pas de publicité. Et en fait, la publicité pour ce genre de sujet qui est plus ou moins académique est impossible à obtenir. Oui, en fait, elle est impossible à obtenir parce que il n'y a même pas de journal spécialisé, si on veut, qui s'intéresse à ce genre de sujet. D'accord, et tu peux faire des mass emailing. Faire des mass emailing, mais c'est intéressant parce que c'est en fait des choses auxquelles les gens s'intéressent quand on leur en parle. Mais tu ne sais pas qui cibler, c'est ça? Voilà, c'est presque impossible à cibler, et en fait, c'est d'autant plus difficile d'avoir accès au lecteur. On verra. Voilà, parce que justement, il y a ce barrage d'informations pour l'information immédiate, si on veut, pour les gens qui s'intéressent à l'affaire Clinton, pour les gens qui s'intéressent à comment améliorer sa vie en 6 étapes, qui veulent perdre 50 kilos en 10 minutes. Enfin, ça va bien. On vit à une époque de recettes, et quand on ne vend pas de recettes, en fait, c'est très très difficile de cibler une audience, puisqu'elle n'existe pas. Qu'est-ce que tu vends? Ben, en fait, je ne vends rien. Non, mais c'est-à-dire, quel est le contenu de tes livres? Ben, le contenu, c'est une réflexion. Et une réflexion, par définition, ça ne se vend pas. C'est quelque chose c'est-à-dire, tu lis quelque chose et qui est interne, qui sert à l'intérieur de soi-même et pas à l'extérieur. Donc, c'est pas comme une voiture dans laquelle on peut monter et se promener, ou quelque chose qu'on consomme, comme du café, ou même un film qu'on consomme, en quelque sorte. Donc, cette réflexion peut être commercialisée en disant aux gens, lisez ça, ça vous donnera de l'inspiration demain pour faire ci et ça. À un certain niveau peut-être, mais ça demande déjà des connaissances. Donc c'est très difficile de commercialiser quelque chose qui demande déjà des connaissances. Ah, d'accord. Et je pense que... Je crois que pour vendre un produit, il faut parler du bénéfice. Quel est le bénéfice de votre livre, par exemple? Ben, aucun. Ah bon? Ben voilà, aucun. C'est-à-dire que... C'est un plaisir, peut-être. Je ne sais même pas s'il faut qualifier ça comme plaisir. C'est en fait... c'est quelque chose qui vous réveille, disons que... Ah ben voilà. Lisez ça, ça vous réveillera. Voilà. C'est ça le bénéfice? Voilà. Alors voilà. Donc tu peux faire la publicité en disant réveillez-vous, pour vous réveiller, lisez ci et ça. C'est le bénéfice.
Si on veut, c'est un bénéfice, effectivement. Voilà. Donc c'est là que tu dois faire la publicité de ton truc. Voilà. Voilà, il faut trouver le bénéfice et les gens ils achètent en général le bénéfice, ils s'en fichent du contenu. Voilà. Mais il faudrait que j'enveloppe ça dans du cellophane avec un peu de café, à ce moment-là, ça s'achèterait. Voilà, d'accord. Et tes livres, ils sont longs, ils sont courts, ils sont moyens, ils sont quoi? Donc les livres, en fait, c'est une série de plusieurs tomes. Et il y en a déjà 2 d'écrits, je travaille sur le 3e. Et la raison pour laquelle c'est une série, c'est parce qu'en fait, le sujet ne peut pas vraiment être couvert en un seul tome. Et c'est assez vaste, ça remonte de l'Antiquité au monde moderne, et ça s'adresse surtout aux gens qui s'intéressent, comme je dis, à la poésie et à la musique, au sens ésotérique de la poésie et de la musique. Donc c'est en fait une classe de gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment la musique, donc c'est universel. Ça peut se vendre en plusieurs langues, dans plusieurs pays, si tu peux atteindre des gens qui aiment la musique. Absolument. Mais donc pour atteindre tous ces gens, il faut aussi leur... Mass marketing. Oui, il faut leur livrer un produit déjà plus vulgarisé peut-être que le mien. C'est-à-dire que le mien, en fait, j'ai surtout fait ça parce que ça m'intéresse plus que pour le vendre. Et donc, ça n'a pas encore atteint ce niveau de vulgarisation, si on veut. C'est encore quelque chose qui, pour moi, est un peu un hobby, si on veut. C'est une recherche. La culture sort de ma musique, si on veut. C'est-à-dire que les sujets auxquels je m'intéresse au niveau de l'interprétation, au niveau du chant, sont les sujets sur lesquels j'écris. Ah, d'accord. Et tu chantes en quelle langue? Je chante un peu dans toutes les langues, en italien, en français, en russe, en allemand, mais pas en anglais. Ah, d'accord. Et c'est quelque chose que tu pourrais enregistrer et faire passer quelque part? Voilà, le côté enregistrement m'intéresse beaucoup. En fait, un de mes projets, justement avec le voyage d'hiver, c'était d'écrire le livre et ensuite de faire un scénario cinématographique, puisque ça dure 1h15. La musique dure 1h15, et de faire un enregistrement, donc de compléter le travail par faire... c'est pas juste une vidéo au niveau de chanter les leaders sur scène, c'est d'en faire un film, un véritable film. Une histoire. Voilà. Parce que c'est en fait une histoire en 24 tableaux, et ce qui est assez intéressant, c'est que la structure en 24 tableaux est la structure que Homère a adoptée, par exemple, pour l'Iliade et l'Odyssée. Donc c'est une structure qui est très, très traditionnelle, et qui remonte, si on veut, aux sources de l'art. Donc si on s'estime artiste, on est obligé d'étudier les sources de l'art, et le phénomène de la structure du cycle même est une notion qui date d'Homère. Donc la première appellation de cycle, c'était le cycle de l'Iliade et de l'Odyssée, en 24 tableaux. Ah, super. Et tu penses que ça serait un film long métrage d'1h30? Non, ça serait probablement, la musique elle-même prend entre 1h05 et 1h10. Selon le tempo. Ça fera 2 heures? Non, avec l'histoire, je pense que ça ferait 1h20 à peu près, donc tout à fait une durée cinématographique normale. D'accord, donc tu peux aussi ajouter des bricoles et ça fait 2 heures? Voilà, mais en fait, il faut voir ça un peu comme les films de Kurosawa, c'est-à-dire qu'il faut en faire des tableaux très vivants et enchaînés. Et donc, comme les poèmes s'enchaînent à un certain niveau, ça permet de créer une continuité en dessous des tableaux. Donc ton 3e hobby, ça devrait être la cinématographie un peu. Voilà, mais donc ça présente encore plus de difficultés que l'écriture, puisqu'il faut déjà enregistrer le chant correctement, non plus pour un CD, mais pour une vidéo, ce qui est déjà complètement différent au niveau technique. Et c'est aussi différent parce que tout ce qu'on a fait au niveau cinématographique, au niveau du son, ne correspond absolument pas à ce à quoi l'auditeur s'attend. Et par exemple, Marcel Pagnol a expérimenté avec ça, il a enregistré La Belle Meunière de Schubert. C'était en fait le premier film en France qui a été fait en Technicolor. Et c'était la base sur laquelle Pagnol a construit Jean de Florette et Manon des Sources. C'est un succès fou. C'est un succès fou par la suite. Par contre, La Belle Meunière a été critiquée, a été complètement démolie. Et c'est une chose sur laquelle Pagnol a travaillé pendant 20 ans. Et donc, il l'a réalisé finalement. Mais c'était une réalisation impossible parce que c'est très très dur de passer quelque chose de vocal dans la cinématographie, parce que ça va être beaucoup plus théâtral. Et je pense que l'erreur de Pagnol a été de vouloir en faire un film, et il a oublié le côté théâtral. Il a fait ça avec Tino Rossi, donc une voix de chanteur de charme.
Et donc ça a baissé, si on veut, le niveau théâtral du cycle. Et il y a une histoire belle derrière ta musique? L'histoire est en fait très dure puisque c'est un voyage, mais c'est un voyage au sens antique du terme, donc comme Ulysse, où quelqu'un quitte, en fait il a été abandonné par sa petite amie et il va se découvrir. En fait son voyage, c'est le voyage vers la mort, donc c'est pas un voyage qui intéressera beaucoup de gens puisque tout le monde y va de toute façon. Mais donc il y a l'interrogation de la personne qui abandonne, si on veut, cet environnement de printemps, parce que le premier chant commence au printemps, au mois de mai, quand sa petite amie le quitte, et donc il se rend compte que le printemps s'est terminé et qu'à partir de là on va vers l'hiver. C'est pour ça que ça s'appelle le voyage d'hiver. C'est donc le voyage vers la mort, donc dont on prend conscience avec les premières épreuves d'amour, si on veut, on est abandonné. Donc ce phénomène de l'abandon crée ce genre d'interrogation. Donc pourquoi est-ce que j'ai été abandonné? Et l'abandon final, si on veut, c'est l'abandon de la vie, donc où on meurt. Et toute cette interrogation, en fait, demande 24 chansons, si on veut. D'accord. C'est un peu ce qui se passe avec toi avec l'informatique, quoi. C'est l'abandon un petit peu. Ben, l'abandon, justement, c'est un concept qui n'existait pas dans l'informatique, puisqu'on arrive avec les machines à vouloir créer quelque chose de plus ou moins éternel, donc de faire une continuité au niveau géographique, au niveau de la communication. La communication d'information n'arrête jamais de couler, en fait. C'est ça le phénomène informatique. Mais ce que tu chantes, ce que tu fais en musique, c'est la composition de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai compris. Oui. D'accord. D'accord. Oui. La prochaine fois, si tu veux, on enregistre la partie audio, c'est-à-dire la partie musique. On peut essayer. D'accord. Comme ça nous fera un show supplémentaire. Mais ce sera vraiment juste la partie audio. Il n'y aura pas d'interview, ce sera juste enregistré toi. Voilà. Et donc ce sera très intéressant, je trouve. Et puis je te dirai si c'est commercialisé. Mais je sais qu'il y a des gens qui mettent sur Internet l'audio et c'est très très facile à obtenir l'audio sur Internet, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Le format MP3. D'accord. Mais comme c'est pas ta composition, tu n'as pas le droit de le faire, c'est ça? Voilà, exactement. La seule chose que tu pourrais faire, c'est leur demander le permis d'en faire un film. Ah non, au niveau les auteurs, au niveau du copyright, il n'y a pas de problème puisque c'est dans le domaine public. Ah bon? Oui. Donc tu peux le chanter et tu donnes la permission? Oui, exactement. Oui. Ah, super. Par contre, si je l'enregistrais sous contrat avec une société... Pour le vendre, il faut voilà, c'est ça. D'accord. Et ça t'intéresse de faire ça, non? Non, j'aimerais mieux me garder le contrôle, en fait. D'accord. Et donc, si tu veux vraiment faire ce film et que tu veux aller jusqu'au bout, tu dois passer par toutes les étapes d'avoir le copyright? Non, pas nécessairement d'avoir le copyright, c'est-à-dire qu'il faudrait que je passe par l'étape de l'enregistrement et ensuite d'écrire le scénario, donc de faire la partie, les tableaux. Mais je pense que l'enregistrement, en fait, vient avant les tableaux, puisque il y a un problème de timing, si on veut, c'est-à-dire qu'il faut savoir exactement la durée de tous ces tableaux au niveau musical, de manière à pouvoir adopter l'image. Tu écris le scénario? Non, mais enfin, je peux, comme j'écris de toute façon... c'est une page par minute, donc un film de 2 heures, ça devrait te faire 120 pages, non? Oui, ça serait... mes livres, justement, mon premier tome fait à peu près 300 pages, le deuxième 350. Donc c'est un film en plusieurs épisodes. Voilà. Donc ça te fera au moins 6 épisodes, ça. Ça peut découper un épisode, effectivement. Ah, d'accord. Mais c'est très intéressant, en fait. Tu peux te lancer dans une carrière de créative, de réaliser des films, voilà. Voilà. Et ce serait très intéressant. Je suis dans ce domaine-là moi-même. Je trouve que ce que tu fais très très intéressant. La prochaine fois, ce que je voudrais peut-être, c'est que tu nous apportes quelque chose que tu as écrit. Oui. Et puis, on enregistrera quelques-unes de tes chansons. Et on fera juste l'audio, et puis tu verras ce que ça donne. Avec plaisir. Ok, bon. Donc je te remercie beaucoup d'être venu ici sur French American TV et au plaisir de te revoir. Merci. C'était donc Michel Bessac qui est ici sur la baie, n'est-ce pas? C'est ça, Auckland. Auckland, et qui est écrivain, chanteur et informaticien de profession. Merci beaucoup d'être venu. Merci.
bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Damien, que j'ai rencontré au DBF, et Thierry, son copain, qui travaillent ensemble dans une compagnie qui s'appelle Méta Création. Donc ça a l'air d'être un nom très 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 intéressant comme compagnie. Je ne sais encore rien de votre compagnie. Et on va donc parler un peu de ce qu'ils font ici dans la Silicon Valley. Damien, merci d'être venu. Ben, de rien. Et Thierry, merci de l'avoir accompagné. De rien, bonsoir. Donc vous êtes, je pense, tous les deux ingénieurs en informatique. Oui. C'est une Métacréation est une société logicielle, donc produit des logiciels de dessin 2D et 3D pour le grand public. Et moi, ça fait donc 2 ans et demi que je suis arrivé aux États-Unis, et dans cette compagnie, ça fait 1 an et demi. En fait. Et tu as été entraîné donc dans les traits de 3-dimensional, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai commencé à faire de la 3D. Je suis arrivé après le grand boom de 3D, mais c'était... Ça s'appelle Object Software, c'est ça? Non, c'est de la synthèse d'images en 3 dimensions. Donc on place des objets dans une scène. C'est pour des dessins animés, non? Entre autres, oui, entre autres. Mais c'est essentiellement des gens qui designent des pages web sur... Ouais, maintenant c'est plutôt orienté Internet. Oui. Au départ, nos clients, c'est des hobbyistes, enfin des gens qui font ça pour le plaisir, des illustrateurs. Et tu fais la même chose que lui? Oui, voilà. Moi, j'étais stagiaire dans cette compagnie 1 an avant lui. En fait, après, je suis allé faire mon service militaire pendant que lui était stagiaire. Et j'étais embauché à peu près en même temps que lui. D'accord. Donc ça fait à peu près en vous même temps. occupez sur différents projets, vous mettez en place un software qui ferait que ça marche, c'est ça? Oui, nous sommes dans la même équipe, sur le même logiciel. Et après avoir fait donc du 3D, là, on fait du 2D. Donc là, c'est de la simulation de peinture. On travaille avec des... donc le logiciel te permet de choisir un type de pinceau, des couleurs, voilà, des effets, et on peint comme sur une vraie toile blanche en fait. Ah bon? Oui, ça donne effectivement un réaliste de peinture, quoi. Tu peux changer un peu la couleur? Oui, parfaitement, oui. Et mais on peut... Tu peux achever des belles couleurs comme moi, non? Oui, mais justement, oui, on peut prendre aussi des styles Van Gogh et des belles couleurs. Voilà, pour faire du pointillisme ou tous ces effets. Et c'est achevable par l'internet, par le logiciel. Oui, exactement, oui. Et donc il y a beaucoup de gens qui après diffusent ça sur internet. Donc ce sont des gens souvent qui font leur petite compagnie à eux et qui font des... non, c'est pour... Non, qui font des illustrations, quoi, des artistes. Voilà, qui en général pour les pages d'autres gens ou... Oui. Ah d'accord. Donc ce sont des artistes qui peuvent bien manipuler leurs couleurs grâce à votre logiciel? Oui, exactement, voilà. Oui. C'est super ça? Oui, ça c'est... il y a des gens aussi, par exemple, qui font des cartes de vœux, des cartes de... Ah oui, des choses comme ça, quoi. Des choses qui se vendent vendent grâce à vos couleurs, ouais. Et donc tu peux faire un dessin avec? Voilà, oui, c'est ça, c'est fait pour dessiner, quoi. Ouais. C'est la grande différence entre ce logiciel et ce qui se fait en général avec les logiciels d'image. D'habitude, les logiciels sont réservés à retoucher des photographies ou des images existantes. Et ça, c'est vraiment un logiciel de création à partir de zéro, à partir de la page blanche, en imitant les manières habituelles des artistes. Des résultats très jolis alors? Oh bah, on a des clients qui font des choses très belles, voilà. Des fois, c'est même étonnant, on est même surpris qu'ils arrivent à faire des choses. Vous êtes donc behind the scene à les aider, c'est ça? Ah non, nous on développe le logiciel, on est programmeur, on programme, Mais le logiciel, il est déjà vendu, Mais oui, en fait, de toute façon, les gens qui ont fait ce logiciel, c'était d'autres personnes. Nous, en fait, on travaille maintenant sur les nouvelles versions de ce logiciel. Vous améliorez ce logiciel. Ah, vous êtes des chercheurs? En gros, on cherche un peu des nouveaux outils. Vous apportez des trucs nouvelles au logiciel. Voilà, mais l'essentiel de la technologie de base, c'est quelque chose qui existe déjà, quoi. Nous, c'est plus de l'embellissement, rendre le logiciel plus simple à utiliser ou des choses comme ça. Donc vous devez plus rêver que de travailler, c'est-à-dire vous devez penser à des trucs créatifs et puis aller au travail et essayer de les réaliser, c'est ça?
Non, non, c'est quand même assez, ça reste assez un travail de création, mais pas vraiment, pas très profond, quoi. Ça reste assez Vous avez une idée que de vous création développez pendant technique, 6 mois, quoi. c'est ça? Ouais, on fait des réunions, on discute de tout ce qu'on va mettre dedans et puis, puis Vous après chacun prend une partie, c'est ça? exactement Voilà. voilà. Et après donc tout le monde se met au travail Et ça vous fait plus de 40 heures par semaine? Ah oui. Oui. Ah oui, oui. C'est-à-dire, Ah oui, c'est un boulot assez considérable. Ah bon? Oui. Des fois, on se rend pas compte. Il y a des choses, on a l'impression qu'on peut faire ça très rapidement. On va se dire ça sera réglé en une journée ou deux, et en fait, ça prend plusieurs semaines parce qu'il y a toujours des difficultés techniques ou autres pour faire avancer les choses. Après avoir testé, vous voulez dire? Voilà, oui. Après, il y a les phases où c'est testé, où les testeurs trouvent des problèmes, donc il faut corriger les problèmes. Vous êtes une équipe de combien? C'est-à-dire, en fait, la compagnie est à plusieurs endroits en Californie et même aux États-Unis ou dans le monde. Là où on est, il y a une centaine de personnes et vraiment les développeurs, les ingénieurs, on n'est même pas 20, je pense. On doit être entre 15 et 20, une quinzaine. Mais Mais pas que pour ce projet-là, en plus. C'est plusieurs logiciels. Donc là, sur le logiciel, on doit être 8, je crois, ouais, c'est ça. à peu près. Vous êtes à 8? 8. Ouais. Essentiellement français. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de Français. Et qui est le créateur de cette... Alors, c'est une compagnie qui n'est pas très ancienne, mais qui a déjà une histoire assez tumultueuse, parce qu'au départ, il y a des Français qui viennent de la même école que nous, en partie. Donc, c'était au tout début des années 90 qu'on créé une boîte pour vendre un logiciel. Non, une boîte américaine. Ils ont trouvé des investisseurs américains. Et donc, c'était un logiciel d'image de synthèse, de 3D. Et ce qui s'est passé, ils se sont fait racheter par des gens qui faisaient ce logiciel d'imitation de peinture. C'est donc devenu une compagnie un peu plus grande. L'inventeur du logiciel, il est français? Le premier logiciel, celui de 3 dimensions, il est français. Celui le logiciel de peinture, c'est des gens de la région de Santa Cruz, des gens qui étaient hippies dans leur jeunesse, on va dire, et, enfin des gens assez artistes dans l'âme, qui ont l'idée de faire ça. Et qui ont lancé ça? Voilà. C'est des Américains alors? Et eux, c'est des Américains, oui. Et donc après, cette compagnie qui s'appelait Fractal Design, donc, a fusionné avec une autre compagnie qui était à Santa Barbara, qui s'appelait Metatool. Et c'est devenu Métacréation, et donc il y a eu d'autres compagnies de racheter. Enfin, c'est un grand conglomérat de plein de petites startups. C'est toutes des compagnies qui, il y a 10 ans, n'existaient pas ou étaient des startups et qui se complètent et qui ont formé une grande société de logiciels graphiques. Et Métacréation, et c'est de combien? 300 personnes. Oui, c'est beaucoup alors. Ouais. Ça se vend bien. Bon, c'est bien vu grandir aussi, parce qu'on a commencé petit. Donc, nous, on a été stagiaires chez Redream, c'était une compagnie d'une quarantaine de personnes. Et je sais que moi, quand j'ai fait mon service militaire en France et je suis revenu, je me suis retrouvé dans cette compagnie de 300 personnes. Ça m'a fait quand même un certain changement, alors qu'il s'était écoulé seulement un an. Mais déjà, les choses étaient complètement différentes. Moi, vite développé, bien vendu, etc. Oui, ça a bien marché. Est-ce que ça peut se vendre à un teenager qui veut pratiquer ça à la maison? Oui, je pense que l'esprit en particulier de la compagnie de ce qui était Metatool, qui en fait est à l'origine de toutes ces grandes fusions, c'est les jeunes et les enfants. On a un grand gourou, il s'appelle Kai, c'est quelqu'un il est d'origine allemande, mais il fait souvent des présentations dans les médias. Et il insiste souvent que ces logiciels sont faciles à utiliser même pour les enfants, qui sont éducatifs, pour éveiller les enfants et amuser les jeunes. Ah oui, c'est quand même assez simple. Il y a d'ailleurs dans la compagnie un jeune, quel âge il a? De 16 ans. Ah oui, on a un jeune qui fait des démonstrations, dans les salons. Pour montrer que c'est facile. Oui. Donc finalement, c'est un logiciel friendly, c'est ça? Voilà, comme on dit, user friendly. Et est-ce qu'il est abordable? Il y avait combien? Il est 300 $, je crois. Ouais, 300 $. Il y a une version, c'est-à-dire il y a plusieurs versions. Il y a une version qui est, ce qui a été fait avant, qui était vraiment pour les enfants, qui était vraiment pour gribouiller, qui devait être à genre 50 $. Après, il y avait la version, qui n'était pas la version professionnelle, la version qui s'appelait classique, qui devait être dans les 300 et 100 $ de plus pour la version professionnelle, quoi. D'accord. Donc un professeur d'art dans une école, par exemple, pourrait acheter ce logiciel? Ah oui, ça pourrait être... oui, absolument. Oui. Ça se vend bien dans les écoles, alors? Oui, justement. Je sais que les universités ont des cours justement d'informatique et d'art, d'art digital. Et c'est
tient des logiciels classiques de D'ailleurs, il y a un domaine. artiste, justement à Palo Alto, il fait les deux. Il fait un peu quelque chose avec un logiciel, et après, sur le logiciel, il se met à peindre manuellement ce qu'il a créé sur le logiciel. Ah oui, c'est Alors, donc c'est un très grand outil si on veut créer quelque chose de joli. Et puis que tu peux peindre ce que tu regardes, c'est facile. Voilà. Hein, et personne ne sait que tu as fait ce que Oui, il y a toujours après la solution, à partir d'une photo, de la scanner et puis après de lui donner un look peint à la main, quoi, de la retoucher en lui donnant une impression d'un rendu d'artiste. Voilà, c'est ça. Donc tu peux vraiment apparaître d'être un artiste extraordinaire alors que vraiment tu copies. Hein, Voilà. Ouais. Et le nouvel aspect maintenant pour nous, avant c'était surtout ça, c'était les gens, les artistes, et maintenant le nouvel aspect c'est Internet, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des illustrations pour leur site web et tout ça, et qui ont besoin de quelque chose pour créer un contenu, un certain contenu artistique, et ta création présente les outils idéaux pour faire ce genre de choses. Quoi. Ouais, et quand vous dites c'est un logiciel qui dure combien de temps? Comment ça qui dure C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quelque chose de bon, vous le mettez dans le truc et puis dites qu'il y a des instructions, c'est ça? Oh, c'est un outil de travail, quoi. Vous avez une page blanche et puis avec votre souris ou votre stylet ou un autre instrument, vous peignez, vous dessinez, enfin, aussi longtemps que vous voulez. Il n'y a pas de d'encre à racheter ou quoi que ce soit. Ni papier. D'accord. Il faut vraiment avoir donc un computer avec un CD-ROM et ça marche. Voilà, oui. Exactement, oui. C'est très facile. Partout, c'est un computer normal, 480 encore. Ouais, enfin, c'est ce qui faut maintenant un maintenant. Pentium, Voilà, les nouvelles versions sont adaptées au matériel récent. D'accord, et tous les computers maintenant ont toutes les couleurs, etc. Voilà. Oui, maintenant, en qualité vidéo, ça a pas mal évolué. Le truc sur lequel on aime bien insister, c'est qu'on est aussi bien Macintosh que Windows. Donc on n'a pas de préférence ni d'un côté ni de l'autre. C'est bien parce que, oui, en général, on a des CD hybrides qui marchent sur les deux. Sinon, le logiciel est disponible, un CD pour une machine ou pour l'autre. Et est-ce que vous êtes les deux artistes? Pas vraiment. Moi, je sais que j'ai toujours été depuis tout petit. Depuis la première fois que j'ai eu un ordinateur, j'ai essayé de dessiner avec, essayé de faire de la musique. Pourtant, je ne suis pas musicien, je ne sais pas dessiner, mais j'ai toujours vu la valeur que ça pouvait avoir pour créer, la valeur créative. Non, nous, on ne fait rien de musical, mais il y a des gens qui font des musiques. Et j'ai toujours vu dans l'ordinateur le potentiel créatif qu'il y avait dans... Moi, j'ai toujours voulu faire un petit peu de création et j'ai essayé tant bien que mal de me mettre un peu à la musique et au dessin, mais sans y être très fort. Hein. Et d'ailleurs, quand je vois les artistes qui créent des images avec nos produits, c'est assez stupéfiant, parce qu'on se dit, mais comment ils font ça? On se rend même pas compte de la puissance de notre logiciel. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, on a des idées, on implémente des choses, et en fait, les gens arrivent à détourner ce qu'on a fait, à l'utiliser d'une manière complètement originale. On a souvent des choses surprenantes. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est très figé, ça laisse les gens faire. Et la personne qui fait ça dans votre logiciel, c'est quelqu'un... C'est un Français. C'est un Français? Oui. Et donc lui, il apporte ses idées principales ou bien il approuve vos idées? Il approuve nos idées, Disons, c'est quand même le marketing en général qui pousse. Enfin, on a certaines personnes qui n'ont pas des compétences techniques, mais qui savent ce que veulent nos utilisateurs. Et après, donc on en parle un peu tous ensemble. Et puis donc là, notre chef mène le projet, il nous dit, ok, ça on le fait, ça on le fait pas, et faites-le comme ça. Donc c'est un consensus de plusieurs personnes. Ah voilà, oui, c'est pas uniquement les ingénieurs qui décident tout de toute façon. Oui, c'est les vendeurs qui savent aussi les besoins des clients. Oui. Et toi, depuis que tu travailles dans cette compagnie, est-ce que tu es devenu plus artistique ou pas du tout? Oh, mais j'ai appris beaucoup de choses, effectivement, que je ne connaissais pas avant. Mais ton goût pour l'art est développé, non? Oui, si, un petit peu, oui. Ça quand même, forcément, en effet. Bon, moi, ce qui s'est passé quand même, je pense que Damien, c'est un peu pareil, c'est au début, c'était la 3D, l'image de synthèse qui m'intéressait. Et donc, comme la compagnie s'est un peu réorganisée, on a été poussé du côté de la peinture. Mais c'est quand même très intéressant. Et comme, par exemple, Serge, qui est jardinier, pourrait mettre des couleurs de fleurs et tout, voir quelles couleurs iraient ensemble. Ah, bah oui, il pourrait faire ces choses sur ordinateur. Et puis faire sortir le dessin final qu'il veut créer dans son jardin. Voilà, et composer par éléments et pouvoir remplacer juste certaines fleurs ou juste changer leur couleur, voir tout de suite
le résultat sans refaire tout le dessin. Surtout D'accord. qu'une fois que la scène est prise, il est facile de changer de point de vue, de changer on peut changer l'éclairage. Donc, oui. Ouais, comme ça, il n'a pas besoin d'essayer plusieurs fois avant d'obtenir le résultat qu'il veut, vraiment. On peut le voir, par exemple, au coucher du soleil en mettant une lampe rougeoyante basse. Ah ouais? Ça, c'est en utilisant l'image de synthèse. Ah, super. C'est ce que font les Ah, architectes déjà. Vous faites des plusieurs vues avec plusieurs lumières, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, on contrôle une caméra on place nos caméras un peu comme dans un studio. Ouais. On place nos caméras un peu où on veut, l'éclairage qui est très important. Il y a l'éclairage et tout. Ouais. Hein. C'est Parce qu'en super. général, nos utilisateurs, la première fois, ce qu'ils font, ils mettent une boule rouge sur un fond blanc, puis ils disent mais c'est moche votre truc. Mais bon, forcément, si on met pas des lumières, si on donne pas des couleurs, après il y a un travail à faire. Mais moi, justement, Nous, on- toujours, je disais, je veux flat light, parce que quand ils s'amusent avec les lumières, ça donne des effets différents. Alors, pour éviter tout problème, je leur dis, je veux flat. Mais aujourd'hui, je les ai laissés faire quelque chose de créatif, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que d'habitude, c'est pas du tout comme ça. D'habitude, je leur dis, je veux juste des lumières normales. Mais alors, on va voir ce que ça va donner. Là, ils ont voulu faire des lumières un peu tamisées, tout ça. J'ai dit, bon, ben d'accord, allez-y. Je leur ai donné la permission, mais je sais pas si ça va donner des ombres. Je veux pas des trucs créatifs si je sais pas d'avance quel va être le résultat. Ah bah oui, voilà, il faut savoir déjà. Mais des fois, je leur donne Faut la permission, tenir. comme c'est, on va voir. Parce que des fois, je les laisse faire et puis il y a des ombres, il y a des trucs, on ne sait pas le résultat avant de l'avoir vu, n'est-ce pas? Ouais. Et comme un interview ne se refait pas deux fois, c'est très difficile de... Ce serait bien d'avoir un logiciel, dire, ah ben voilà, On va mettre, la lumière... Ouais, bah, en plus, on a des logiciels qui font ça. On a un truc qui s'appelle Poser, c'est avec des mannequins. Ah. Donc on peut articuler les mannequins, les faire poser, les éclairer et voir. Voilà, c'est ce qu'on a besoin ici ça- alors. Voilà. Bon, Voilà. très bien. On aurait un logiciel là qui dit, bon ben cette lumière, c'est pas On va bien. c'est bien. donner une idée Du résultat final de rôle de caméra, c'est ça? Ouais. Voilà, donc ça a l'air d'être très très intéressant ce que vous faites. Et est-ce qu'il y a des femmes dans votre... Pas beaucoup. On a une collègue. Oui, Non, une seule, ouais. oui dans notre équipe, et oui. même dans En- tout le bureau là, dans Même la pour- région. Pour euh. tester. Ah bah, je parle oui en tant qu'ingénieur. Après dans l'entreprise, il y a autant d'hommes que de femmes de toute façon. Oui, En tant marketing, qu'ingénieur, oui. c'est surtout des hommes? Ouais. Non, Ouais. oui, essentiellement, oui. Et les femmes, c'est surtout les secrétaires? Non, Non, de toute façon, on n'a pas marketing, vraiment la marketing, vente, c'est essentiellement femme. Ah bon? Oui. Ça Et doit ça se être, vend bien où? Ça se vend bien où ce truc-là? surtout aux États-Unis. Au Japon, pas mal. Ouais. Mais c'est-à-dire ça se vend dans sinon- des compagnies ou des individus ou dans les Oh, un supermarchés? peu. ou- Ah, pas les, bah, disons, Dans- les dans grandes les- surfaces, C'est, les grandes après- surfaces de l'électronique. Dans les- ça, ouais, ça dans se les- trouve aux Après, étagères, on oui, peut oui. prendre la boîte. Par exemple, nous, notre logiciel, c'est à l'originalité, Quand c'est un pot de QSC à votre peinture. logiciel? Oh, Je ne sais crois, pas. Je Possible, oui. sais pas, j'ai jamais regardé. Price, mais, là. Quand Price. QSC, ils ont un très grand... Ah oui, oh, ils l'ont Ouais, sûrement, Ils parce doivent que l'avoir, oui. ils ont peut-être pas tous nos logiciels, mais ils ont sûrement une grande partie. quoi. Ouais. Pourquoi il y en a commence à avoir plus qu'un? Il y en a combien? Oula. Le nombre de produits, ça change tous les jours il y en a un nouveau, ou il y en a Il y en a actuellement une dizaine, qui sont facilement une dizaine. au moins de une dizaine, produits. oui. Ah oui, Nous, vous avez dit un ici, pour les dans la- enfants, un pour les adultes et un Voilà, pour les dans la professionnels. Bay Area, c'est essentiellement 3 logiciels qui après se déclinent dans des versions, dans des de gammes différentes. Et après, toute la l'update, compagnie. c'est une fois par an, c'est ça, l'update? À peu près, Ça oui, c'est à dépend. peu près, oui. Enfin, ça serait le but, ça serait même plus court qu'une fois par an. Ça serait le but au niveau financier pour les rentrées d'argent. Après, ce qui est techniquement réaliste, ça serait tous les ans, voire même de temps en temps. Il faut prendre un peu plus de temps pour. Oui, il faut Pour, qu'il y ait vraiment un faire- changement super pour que les gens changent. Voilà, il faut oui. que ça soit justifié parce Ouais. que si on faisait seulement des révisions tous les 9 mois, les gens de toute façon n'achèteraient pas toutes les révisions, ils attendraient Un une peu. fois sur 2, une fois sur 3. Donc, Ouais, comme Windows 95, Windows 98. voilà, oui. ça va. Encore eux, ils ont pas mal, ils ont plusieurs années entre les différents crois. logiciels, donc ça vaut le coup de réinvestir, de racheter à chaque fois. Un logiciel qui aura une nouvelle version tous les 9 mois. C'est les bien gens, de rendre l'ancienne et d'avoir un rebate. Oui. Ah bah il y a des, oui, de toute façon, D'ailleurs- il y a des tarifs de mise à jour. des tarifs références. Oui, les updates tournent autour de $50 par là. Peut-être Les mises à jour oui, de Microsoft. peut-être. Non, je parle de Ah, nous. nous, ça nos dépend produits. des produits, parce que Oui. il y a, les produits déjà s'étalent entre 50 et $500, je pense, et puis Oui. après, en général, une mise à jour, c'est peut-être, je sais pas, un quart du prix, un tiers du prix. Oui. Moi, ce qui serait une bonne idée pour la promotion, c'est de lancer un concours d'art
Oui. et d'offrir le logiciel Oh, aux gagnants. on l'a Nous fait avons- ça des Nous avons tous les ans un concours sur, concours. Je sur sais notre pas page, sur notre page web. Je pense qu'il est toujours. Je ne sais pas si les gens ont quelque chose à gagner ou si c'est juste pour faire connaître les artistes, pour se faire je connaître. crois qu'il y a des, je crois qu'il y a des. Il y a des prix, oui, il y a des prix. Il y a des prix. Oui, d'ailleurs. Bah, ils Oh, peuvent, même ils peuvent peut-être pas que c'est gagner le Painter parce qu'ils sont Ils ont supposés déjà. l'avoir utilisé pour Donc ils devraient gagner faire quand même. leur image. ça. Oui, il y a des Mais, prix. Quand même. oui, Bien aussi, peut-être d'accord. d'autres logiciels de la compagnie. Et ils vous envoient des idées par email, ils disent pouvez-vous faire ça pour mon logiciel? Ah, on a des listes, des mailing lists et des newsgroups où en fait les utilisateurs parlent entre eux et bon nous en général on se montre pas trop parce qu'on ne veut pas être après débordé de messages mais où effectivement on Tu écoute les laisses parler, tu voilà les laisses on s'exprimer. lit ce Voilà. qu'ils disent Ils se parlent entre eux, ils se donnent des conseils. ils se donnent des conseils pour réaliser tel effet ou tel autre. Puis ils se mettent à dire c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Et ils vous envoient un petit voilà. email? Non, Oh, on nous, les nous, on les écoute de discuter. en fait. on lit leurs Ah, discussions quoi donc on sait Ils sont sur un forum et donc plusieurs personnes participent au forum et les gens Une parlent. fois par jour, une fois par semaine, une fois par... Oh non c'est les forums sur internet c'est 24 heures sur 24 tous les jours il y a des messages Non. nouveaux quoi. Ah d'accord, donc vous n'êtes pas supposé de regarder ça tout le temps? Ah Non, 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 nous, non. c'est pour se tenir au courant, quoi. Ouais, Ça sert de... Si les gens comprennent bien Voilà, ce que vous ouais, avez ouais. Parce que des ce fois, il y a vous des avez choses... il y a des fois qu'il y a des choses un peu frustrantes, quoi. On se rend compte que des gens ne comprennent pas quelque chose et... Tu interviens? Bah non, c'est pas notre rôle d'intervenir. Il y a des gens, par exemple, il y a le Customer Support qui, eux, reçoivent vraiment les appels et aident les gens. Ouais. Mais nous, ça nous permet de voir quels sont les points faibles. On se dit, ah bah, là, effectivement, il y a... Si les gens n'arrivent des pas à fois, utiliser, c'est que l'interface n'est pas assez friendly, Voilà. oui. Donc des choses d'ailleurs, qui sont pas assez claires. Ou le manuel, tout simplement, le manuel d'utilisation qui a oublié d'expliquer quelque chose. oui, que les utilisateurs de toute façon ne lisent pas. Voilà, oui, de toute façon, les utilisateurs n'ont pas lu le manuel. Donc... Ouais. mais Et c'est comparé donc à d'autres entreprises qui font des logiciels de 3D professionnels, mais vraiment à un haut niveau, qui les vendent cher, nous on doit essayer de faire une application qui soit très facile à utiliser pour viser un maximum de personnes. D'accord. Et quand tu dis 3D, donc vous allez faire un premier dessin, et puis un deuxième dessin en dessous, et puis un troisième, c'est ça? Non, c'est vraiment... C'est placer à trois des dimensions. objets, Il y a vraiment c'est faire de la pâte à modeler en fait, et placer l'objet... des objets qui ont une profondeur, c'est pas différentes couches, c'est vraiment un objet qui existe dans les 3 dimensions, quoi, en profondeur, en largeur et en hauteur. Mais l'objet, Et après, il vient il y a du calcul. ils ont plusieurs objets à choisir, c'est ça? Voilà, il y a aussi des outils comme pour de en sculpture pour Ah, d'accord. modeler. Quoi. D'accord. Et après, ils peuvent les mettre en place dans une scène, choisir l'éclairage et le C'est un peu de la logiciel sculpture, calcule. finalement. Ouais. Oui, ou du travail mais de un peu photo, aussi du travail de photographe. On Ah. place après les objets, on place les lumières, on Ah, place oui. l'appareil photo au bon endroit. Et le logiciel calcule le résultat final, l'image Donc tu finale. peux prendre une fleur, c'est ça? Exactement, oui. Voilà. Hein, tu prends une fleur, c'est du 3D, là, une fleur. Ouais. Ouais, si on enfin, lui a- n'importe Puis un quel arbre, objet, puis oui. un- On n'a pas trop d'outils pour modeler des objets naturels, je crois, comme les arbres et tout ça. Je sais que c'est dans les choses qu'on aimerait améliorer. Ouais. C'est essentiellement plus des formes, peut-être des formes simples. Par exemple, ça irait bien pour faire des meubles ou un vase, des intérieurs, faire des choses comme ça. Ouais. Oui, et puis Après, tu faire fais des- modeling, pour faire des animaux, tu des choses essaierais comme ça, plusieurs c'est- lumières sur vous, et puis tu dis voilà, on va choisir celle-là pour obtenir le meilleur effet, je crois. Avec un rideau noir, et puis avec un rideau blanc, et puis voir ce que ça va donner. Exactement, oui. Est-ce que c'est utilisé dans les télévisions, dans les stations? Ah oui, 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 c'est les présentations Fox utilisent un de nos produits. Ouais, un autre Ah, produit d'accord, pour qui voir a- laquelle est la meilleure lumière. Non, c'est Non, pour non, faire non, les, c'est pour tous faire les toutes logos, les animations, les animations, logos, les logos. lettres FOX qui apparaissent. Donc que ce soit... Non, c'est Fox. Oh, il y a plusieurs, il y a plusieurs sociétés américaines de télévision plusieurs chaînes qui utilisent ça, utilisent ça. En général, bon, comme c'est des gens quand même assez compétents, ils combinent plusieurs logiciels, ils n'ont pas seulement notre logiciel. Mais c'est pas fait pour choisir le meilleur background ou le meilleur... si? Non, c'est surtout utilisé pour faire de l'irréalisme, pour faire donc Ouais, pour faire des choses qu'on ne peut pas faire en vrai. quoi. voilà, Faire voler- des lettres qui tournent, avec Ah, des, d'accord, d'accord. Ah oui, c'est avec super, des logos. ça. Ah oui. c'est joli, ça. Ah oui. Vous avez le graphisme, alors. Exactement, oui.
Ben, vous allez la vendre à Stivision alors. Ouais, non, ouais. ouais, je pense que oui, Envoyez, faire des- envoyez votre représentant, comme ça, vous verrez, votre nom il va apparaître tout simple, hein. Des lettres normales. une blanche sur fond noir. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez quelque chose de plus créatif, je leur dis voilà, si vous utilisez ces logiciels, la qualité de vos programmes sera plus belle, etc. Hein, qu'est-ce que tu penses? Ah, c'est une très bonne idée, oui. D'accord. Bon, ben voilà, je vous donnais un tip, mais à part ça, ça a l'air d'être quand même assez intéressant. Enfin, bien sûr que la partie d'écrire le programme doit être très technique, mais le fait que tu contribues à l'art, ça doit être rewarding, c'est ça? Ouais, quand même. Et vous avez aussi beaucoup de l'aide, de gens qui appellent, qui disent un merci, votre logiciel nous a vraiment aidé dans notre... Pas directement, ils n'ont pas nos coordonnées, C'est vrai que la boîte doit recevoir des messages, souvent des gens, de consommateurs satisfaits. On a aussi des consommateurs pas satisfaits, c'est-à-dire... Les tech supports ont pas mal de feedback là-dessus. Et ils vous font part des remarques? Oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de progression et de succès. J'ai l'impression que vous faites quelque chose de très... Moi, je sais ce que je voulais faire de toute façon. Je voulais travailler dans l'informatique et dans un domaine qui touche les gens assez directement. On ne va pas faire des... Quel est le futur des guidages de ce fusée logiciel d'après vous? La télévision, le film? Oui, le film, Internet, quand même. Enfin, pour l'instant, c'est le grand mot dans la bouche de toutes les compagnies, même celles qui n'ont rien à voir avec ça. Nous, on est quand même assez directement relié à Internet, même si en fait, c'est parce que les gens font sur Internet la même chose qu'ils faisaient avant quand ils faisaient des livres ou de la photographie ou de l'art. Donc, c'est venu assez naturellement pour nous, Internet. Oui, mais ça pourrait peut-être, maintenant que l'Internet va être multimédia, donc ça pourrait s'appliquer aussi aux vidéos. Hein? Voilà, oui, parfaitement, Hein, avec les gens pas des objets, des vraies personnes. Quoi. Où les gens pourraient utiliser simplement les lumières. Une des dernières choses là qu'on a annoncé, enfin on a annoncé pas mal d'accords, en particulier avec des sociétés de photographie. On a un truc qui s'appelle MetaFlash. En fait, c'est un logiciel et un flash spécial qui se met sur un appareil numérique et on prend une photo et ça restitue le relief. Donc, c'est-à-dire on peut prendre une photo en relief. C'est ça. C'est possible enfin. Ok, je voudrais continuer de parler, mais on vient de nous annoncer que c'est la fin. D'accord. Mais ça a été très intéressant de vous parler. C'est une compagnie très intéressante. Je ne savais rien, je savais juste la carte. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça a l'air très intéressant. Donc, merci Damien d'avoir accepté de venir. Et merci Thierry de l'avoir accompagné. C'était donc Damien et Thierry de la compagnie Meta Création ici dans la région de San José. On est au sud, on est du côté de Santa Cruz. On est dans les collines en fait, on est un peu entré entre Santa Cruz et la Silicon Valley. Ah d'accord, merci beaucoup. C'est top, non? Pour Twingo 1, millésime 98 au prix conseillé de 65 500 francs, bénéficiez de 10 000 francs s'ajoutant à la reprise de votre ancien véhicule aux conditions générales Argus. Série limitée, offre non cumulable. Club Affaires Renault, on en fait plus pour que vous dépensiez moins. Aujourd'hui, avec EDF, vous pouvez choisir d'avoir les meilleurs conseils. Lorsque vous emménagez dans un logement équipé d'un chauffage électrique, EDF vous propose la visite gratuite d'un agent ou d'un installateur électricien. Il vous expliquera comment programmer vos appareils, comment régler vos thermostats et comment faire des économies. C'est le conseil confort électrique. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Dormir seulement 6 heures? Moi qui ai déjà du mal à ouvrir l'œil après 8 heures de sommeil. Eh bien, lisez Top Santé. Ce mois-ci, Top Santé vous propose un véritable guide pratique du sommeil. Comment être vraiment reposé, se passer de tranquillisants et tous les conseils d'hygiène de vie pour mieux dormir. Parce que l'on a tous un sommeil différent. Ah, se réveiller fraîche comme une rose. Et dans Top Santé, toutes les solutions pour ménager votre dos. Et en cadeau, un supplément détachable sur tous les bons gestes d'urgence. Top Santé, la vérité c'est bon pour la santé. Jean-Jacques Goldman, sur RFM, un week-end hors norme. Et même si le temps presse, même si le temps se trouve, si les années qu'on nous laisse ne sont que mille séjours, et même si l'on arrête, ou s'il faut briser ses murs, en soufflant dans les trompettes.
top modèle anorexique. Heureusement, on peut être petite et ronde et entrer à l'agence élite. Comme Twingo E du club affaires Renault. Jantes alliage, série velours, vitres électriques teintées avant, fermeture centralisée des portes avec télécommande, à partir de 55 500 francs.
Put your best foot forward, you take the next step out. Put your whole
meilleure raison pour parler en français. Alors c'est une pièce à moi, je peux le dire en français. 10,000 Buddha, ça s'appelle. Et ce sont des funérailles bouddhistes. Vous allez voir que les funérailles bouddhistes, c'est pas triste. On va voir ça tout de suite. Alors c'est en 3 parties, Om Chant, Transcend et Purolem. Et pour ceux qui sont amateurs de séries et de mathématiques et de combinaisons, on va parler de la pièce après.